Lundi matin, à 7 heures, j'étais déjà assise à mon bureau à la clinique Sainte-Marie. Je travaillais entre ces murs depuis 35 ans, et ce bureau, avec la plaque « Dr Florence Lambert, médecin généraliste », était devenu mon second foyer. Parfois, j'avais l'impression que c'était le premier. Je disposais les dossiers médicaux devant moi et vérifiais mon planning de la journée. 12 patients, sans compter les urgences qui ne manqueraient pas d'arriver. Le premier patient dans mon cabinet était Hervé Pécaud, un retraité de 73 ans atteint d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, qui venait me voir chaque mois depuis 8 ans. « Docteur Lambert, vous êtes un ange », croassa-t-il en s'installant dans le fauteuil. « Vous êtes la seule qui sache comment faire fonctionner ces vieux poumons. » Je souris en sortant mon stéthoscope. « Respirez profondément, monsieur Pécaud, et n'exagérez pas. Comment fonctionne le nouvel inhalateur ?» Après l'avoir examiné et ajusté son traitement, Hervé me regarda avec une gratitude qui me réchauffait toujours le cœur. Des moments comme cela me rappelaient pourquoi j'avais choisi la médecine et pourquoi, malgré tous les sacrifices, je n'avais jamais regretté ce choix. À midi, j'avais vu 6 patients, dont une jeune mère avec des jumeaux qui avaient la varicelle, une femme âgée souffrant d'hypertension et un adolescent aux prises avec un trouble anxieux. Jeanne, l'infirmière qui travaillait avec moi depuis 15 ans, passa la tête dans le bureau avec une tasse de café. « C'est votre pause, docteur Lambert. Buvez-le pendant qu'il est chaud. Le prochain patient a 10 minutes de retard. » « Merci, Jeanne. Que ferais-je sans vous ?» Je pris la tasse, m'autorisant à fermer les yeux un instant pour me reposer. « Vous travaillez trop », remarqua Jeanne, appuyée contre le chambranle de la porte. « J'ai entendu le médecin-chef vous proposer d'alléger votre charge de travail. Vous devriez peut-être accepter. » Je fis un geste de la main. 65 ans, c'est trop tôt pour penser à la retraite, Jeanne. Qui s'occuperait de monsieur Pécaud ou de madame Garcia avec ses 3 petits-enfants et son arthrite? Il y a d'autres médecins, haussa Jeanne les épaules. Et vous pourriez passer plus de temps avec votre famille. Je pris une gorgée de café, dissimulant l'amertume soudaine qui n'avait rien à voir avec la boisson. Je suis sûre que ma fille et mes petits-enfants se débrouillent très bien sans moi. Audrey a toujours dit que j'étais plus souvent à l'hôpital qu'à la maison. Autant ne pas changer mes habitudes à mon âge. Jeanne secoua la tête. Elle était l'une des rares personnes à connaître ma relation difficile avec ma fille. Non que je m'en plaigne. C'était une habitude professionnelle de garder mes problèmes personnels pour moi. Une habitude qui était devenue une seconde nature. Mais parfois, des phrases m'échappaient, dont une personne attentive pouvait tirer bien des conclusions. « C'est peut-être pour ça », dit-elle doucement. Mais à ce moment-là, le téléphone sonna, et nous savions toutes les deux que la conversation était terminée. La journée se poursuivit à son rythme habituel. Patient, diagnostic, ordonnance, conversation, consolation. À 17 heures, je ressentis cette fatigue familière qui m'accompagnait depuis des décennies, mais aussi la satisfaction du travail bien fait. Le médecin-chef, Marc Reynaud, m'arrêta dans le couloir alors que je m'apprêtais à partir. « Florence, je voulais vous remercier pour votre consultation avec madame Boisvert. Son fils a appelé et a dit que c'était la première amélioration qu'il constatait depuis des mois. C'est le traitement habituel, Marc. Rien de spécial, dis-je en boutonnant mon manteau en prévision de la fraîche soirée d'automne. Ne soyez pas modeste. Vous êtes le meilleur diagnosticien de notre clinique. D'ailleurs, je suis sérieux au sujet de la réduction de votre charge de travail. Vous pourriez consacrer plus de temps aux consultations et moins aux examens de routine. J'y réfléchirai, promis-je, sachant qu'il était peu probable que je change quoi que ce soit. Le travail était mon ancre dans la vie, surtout depuis que j'étais devenue veuve alors qu'Audrey n'avait que 10 ans. Peut-être que Jeanne avait raison, et que je l'utilisais comme une excuse pour ne pas retourner dans une maison vide, pleine de ressentiments tacites et de sourires forcés. Le trajet jusqu'à ma maison de Valmont prenait 20 minutes. La coquette maison à 2 étages, achetée avec Robert, mon défunt mari, il y a 27 ans, m'accueillit dans le silence. Inhabituel pour 18 heures, les petits-enfants regardaient généralement la télévision à plein volume ou se disputaient dans la cuisine. Je retirai mes chaussures dans l'entrée, suspendis mon manteau et entrai dans le salon. « Audrey, Léo, Chloé, il y a quelqu'un ?» Le silence fut la seule réponse. Sur la table basse, je remarquai une canette de soda à moitié vide et des miettes de chips. En soupirant, je ramassai les détritus et me dirigeai vers la cuisine. L'évier était rempli de vaisselle sale. Audrey avait apparemment préparé le dîner, mais n'avait pas pris la peine de nettoyer après.
J'avais cependant renoncé depuis longtemps à essayer de changer quoi que ce soit. J'ouvris le réfrigérateur, me demandant quoi préparer pour le dîner, quand le téléphone sonna. L'écran affichait le numéro de la BNP Paribas. Perplexe, je répondis. Madame Lambert, dit une voix féminine polie. Ici Émilie, du service de sécurité de la BNP Paribas. Nous voulions confirmer si vous avez autorisé un achat aujourd'hui chez Mondialtech pour un montant de 649 €. Mon cœur rata un battement. Non, certainement pas. J'ai été au travail toute la journée. Je vois. La transaction nous a paru suspecte. Nous avons donc bloqué votre carte. Vous devrez vous rendre dans une agence pour en obtenir une nouvelle. J'écoutais les instructions, mais une seule pensée me traversait l'esprit. Léo, mon petit-fils de 19 ans, vivait temporairement avec moi depuis 2 ans, soi-disant pour chercher un travail et économiser pour ses études. Il avait accès à mon portefeuille. Je le laissais prendre 20 ou 30 € pour son argent de poche. Mais une carte de crédit, sans demander. Après avoir mis fin à l'appel, je m'effondrais sur une chaise de la cuisine en me massant les tempes. 649 €, c'était presque la moitié de mon revenu hebdomadaire. Qu'avait-il bien pu acheter pour une telle somme? Un nouveau téléphone? Une console de jeu? La porte d'entrée claqua et j'entendis des voix et des rires. Je pris mon courage à 2 mains et me rendis dans le couloir. Audrey, ma fille de 42 ans, suspendait sa veste à un crochet. Et Léo tenait une grande boîte avec le logo de Mondialtech, un large sourire aux lèvres. « Maman, tu es déjà rentrée ?» demanda Audrey, surprise, comme si j'étais rentrée 3 heures plus tôt au lieu de mon heure habituelle. Léo et moi sommes passés au centre commercial, puis nous avons récupéré Chloé à son entraînement. Chloé, 15 ans, se faufila près de moi avec un « salut » indifférent, les yeux rivés sur son téléphone. « Qu'est-ce que tu as là, Léo ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Mon petit-fils hésita, jetant un coup d'œil à sa mère. Un nouvel ordinateur portable. Pour les cours. Quels cours? Je croisai les bras sur ma poitrine. Tu ne t'es inscrit à aucune formation de BTS, alors que tu avais promis de le faire en janvier. Je vais le faire au prochain semestre, marmonna-t-il en essayant de passer devant moi pour se réfugier dans sa chambre. Attends. Ma voix prit ce qu'Audrey appelait ma « voix de médecin » quand elle était enfant. Calme mais ferme. La banque a appelé. Tu as pris ma carte de crédit sans permission. Léo se figea et Audrey s'avança, comme pour protéger son fils. Maman, ne commence pas. Il avait besoin d'un ordinateur pour ses futures études. L'ancien est complètement fichu. S'il a besoin d'un ordinateur, il doit le gagner, dis-je en gardant les yeux fixés sur mon petit-fils. Léo, c'est du vol. Je ne t'ai pas donné la permission de prendre la carte. J'allais te le dire, balbutia-t-il sans me regarder dans les yeux. C'était juste une super promo, et si j'attendais? Tu aurais pu m'appeler, l'interrompis-je. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu savais que je dirais non. Rends-moi cet ordinateur et fais-toi rembourser. Quoi? S'exclama Léo. Mamie, tu ne peux pas faire ça. Oh que si, je peux, me redressai-je, sentant soudain toute la fatigue d'une longue journée et des années de ressentiment accumulés. Ma carte est bloquée à cause de toi. Je vais devoir aller à la banque pour en avoir une nouvelle. Je veux que tu retournes cet ordinateur et que tu te fasses rembourser, ou que tu me rembourses la totalité de la somme avec l'argent que tu gagneras au nouveau travail que tu auras trouvé d'ici la fin de la semaine. Audrey laissa échapper un grognement en levant les yeux au ciel. Mon Dieu, maman, tu es tellement dramatique. Ce n'est qu'une carte. Tu lui aurais acheté un ordinateur s'il te l'avait demandé. Il ne s'agit pas de l'argent, Audrey. Il s'agit de respect, dis-je en me tournant vers ma fille. Vous vivez dans ma maison depuis plus d'1 an. Je ne vous fais pas payer de loyer. Je paie la plupart des factures. Tout ce que je demande, c'est que vous respectiez mon espace et mes affaires. Alors voilà, dit Audrey avec un sourire amer. Maintenant, tu as décidé de jouer à la grand-mère stricte. Où était cette préoccupation quand Léo grandissait sans un vrai modèle masculin? Ou quand Chloé pleurait parce que tu avais manqué son spectacle de l'école à cause d'un autre patient? Ne rejette pas la faute sur les autres. Je sentis la colère monter en moi. Je t'ai toujours soutenu financièrement depuis ton divorce avec Nathan. Je t'ai offert un toit quand tu ne pouvais plus payer le loyer. Mais cela ne signifie pas que mes petits-enfants peuvent me voler mon argent. Appelle un chat, maman. Audrey s'approcha,
les yeux plissés. Tu as toujours tout acheté. Tu nous as jeté des chèques, des cadeaux, des jouets, au lieu d'être là. Tu as toujours été un bon médecin, mais tu n'as jamais été une bonne mère. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je savais qu'Audrey était blessée, qu'elle portait cette blessure depuis des années. Mais chaque fois qu'elle me jetait ces mots au visage, il me faisait mal à nouveau. Ton père est mort quand tu avais 10 ans, dis-je, ma voix calme mais ferme. Nous n'avions pas de parents riches, pas d'assurance, pas d'héritage. J'ai dû travailler pour te fournir tout ce dont tu avais besoin. Un toit, de la nourriture, des vêtements, une éducation. Oui, j'ai travaillé dur. Oui, j'ai manqué des événements scolaires. Mais choisir une carrière de médecin n'était pas un caprice. C'était une nécessité après la mort de ton père. Et je pensais que tu l'avais compris depuis longtemps. Cette nuit-là, je rêvais d'Audrey petite fille. De tels rêves laissent toujours un arrière-goût amer, un mélange de tendresse et de culpabilité qu'aucune rationalisation ni excuse ne peut effacer. Dans ce rêve, elle avait 8 ans. C'était l'hiver, et la neige tombait derrière les fenêtres de notre premier petit appartement. Robert était encore en vie, mais en voyage d'affaires. J'avais promis à Audrey que je serais de retour à 18h et que nous ferions des sablés pour la fête de son école. À 17h30, alors que je m'apprêtais à quitter la clinique, un homme victime d'une crise cardiaque fut amené. J'étais le seul médecin de garde et je n'avais pas le choix. Je ne suis rentrée qu'à 22h. Audrey était assise à la table de la cuisine avec un bol de pâtes et un livre de recettes ouvert devant elle. Elle s'était endormie, la tête reposant sur ses bras croisés, les joues barbouillées de farine. La nounou, Madame Parker, écarta les mains d'un air coupable. Elle n'a pas voulu aller se coucher avant votre retour. Elle a dit que vous aviez promis de cuisiner ensemble. Je soulevai doucement ma fille dans mes bras. Elle était si mince et légère comme une plume à l'époque. Audrey ouvrit ses yeux endormis. « Maman, on va faire les sablés ? » « Demain, ma chérie, murmurai-je, le cœur serré. Il est trop tard. Tu avais promis aujourd'hui, marmonna-t-elle en enfouissant son visage dans mon épaule. Tu promets toujours, et puis tu ne viens pas. Je me réveillai avec ces mots résonnant à mes oreilles. L'aube pointait et l'horloge indiquait 4h30. Trop tôt pour se lever. Trop tard pour essayer de se rendormir. Je restais allongée, les yeux fixés sur le plafond, repassant en boucle des épisodes similaires dans mon esprit. Il y en avait trop. Anniversaire manqué, pièces de théâtre scolaire, réunion parents-professeurs. Chaque fois, j'avais une bonne raison. Chaque fois, je pensais qu'Audrey comprendrait. Je me souvenais particulièrement de son 13e anniversaire. J'avais prévu une vraie fête pour elle. Robert était parti depuis 3 ans, et je voyais à quel point c'était difficile pour ma fille de grandir sans père. J'avais commandé un gâteau à la meilleure pâtisserie de Valmont, lui avais acheté un cadeau, les patins à roulettes violets dont elle rêvait, et j'avais même pris un jour de congé. Puis il y eut une inondation dans une ville voisine, et les ambulances amenaient des victimes les unes après les autres. J'appelai à la maison et dis à Audrey que j'aurais quelques heures de retard. Vers le soir, j'appelai à nouveau. La situation ne s'améliorait pas et on avait besoin de plus de médecins. Je pouvais entendre de la musique en fond sonore et les voix des amis d'Audrey. « Tout va bien, maman, » dit-elle, feignant l'indifférence. « Madame Collins nous a aidés à couper le gâteau. Ne te presse pas. Je suis rentrée après minuit. » La maison était vide. Les invités étaient partis depuis longtemps. Sur la table de la cuisine, il y avait une part de gâteau à moitié mangée et une carte. « Joyeux anniversaire, ma chérie. Je suis désolée de ne pas être là. Je t'aime, maman. » Je montai dans la chambre d'Audrey. Elle était allongée, le dos tourné au mur, faisant semblant de dormir, mais je pouvais voir son épaule trembler. « Audrey, ma chérie, je suis désolée. » Je m'assis sur le bord du lit et tendis la main pour lui caresser les cheveux. Elle recula brusquement, repoussant ma main. « Va-t'en. Je veux dormir. »« Audrey, s'il te plaît. Tu sais que je serais venue si j'avais pu. Il y a eu une inondation. Beaucoup de blessés. C'est toujours pareil. » Sa voix était sourde, mais j'y entendais des larmes. « Il y a toujours quelqu'un de plus important que moi. » Ce n'est pas vrai. Je sentis une boule se former dans ma gorge. « Tu es la personne la plus importante de ma vie. Alors pourquoi tu n'es jamais là ?» Elle se retourna et je vis ses yeux rougis et les traces humides sur ses joues. Pourquoi les autres mamans peuvent être avec leur fille, mais pas la mienne? Je n'avais pas de réponse qu'elle accepterait.
Je travaillais pour que nous ayons une maison, de la nourriture, et pour qu'elle aille dans une bonne école. Je sauvais des vies, j'aidais des gens. N'était-ce pas une excuse suffisante? Mais pour une petite fille qui voulait juste que sa mère soit là le jour de son anniversaire, aucune excuse n'avait d'importance. Je laissai le cadeau près de son lit et partis, me sentant la pire mère du monde. Je me retournai dans mon lit et soupirai. Ces souvenirs n'allaient nulle part, pas plus que la blessure d'Audrey. Mais peut-être n'était-il pas trop tard pour essayer de réparer notre relation. Après la dispute d'hier au sujet de la carte de crédit, je sentis que je devais faire un pas. Léo avait peut-être eu tort, mais il y avait une part de vérité dans ce qu'Audrey avait dit. Je n'avais jamais été une mère modèle. Je me levai, pris une douche et descendis à la cuisine. Il n'était que 6 heures du matin, et la maison dormait encore. Je préparai du café et m'assis à table, réfléchissant à la meilleure façon d'aborder ma fille. Un simple « je suis désolé » ne suffirait pas. Il y avait trop de non-dits entre nous. Trop de vieilles blessures. À 7 heures, j'entendis des pas dans l'escalier. Audrey descendait, déjà habillée, son sac en bandoulière. « Tu es levé tôt », dit-elle en me voyant dans la cuisine. Son ton était neutre, mais je pouvais encore voir l'irritation d'hier dans ses yeux. Je n'arrivais pas à dormir, dis-je en me levant pour lui verser du café. « Où vas-tu si tôt ? » J'ai un entretien d'embauche, dit-elle en hochant la tête pour accepter la tasse. L'hôtel Le Méridien cherche une réceptionniste. C'est super, dis-je, sincèrement heureuse pour elle. Après son divorce avec Nathan il y a 5 ans, Audrey s'était contentée de petits boulots. Rien de permanent. Le Méridien est un bel hôtel. Oui, et le salaire est correct. Elle but une gorgée de café, évitant mon regard. Si j'obtiens le poste, nous pourrons trouver un appartement. Je me figeai, la tasse à mi-chemin de ma bouche. Tu veux déménager ? Audrey haussa les épaules. Ce n'est pas qu'on le veuille, mais ce sera peut-être mieux. Après hier. Audrey, écoute. Je pris une profonde inspiration. À propos d'hier. Je ne veux pas que tu déménages à cause d'une dispute. Je sais que je peux être dure, mais ce que Léo a fait était vraiment inacceptable. Je sais, admit-elle de manière inattendue. Je lui ai parlé hier. Il va rendre l'ordinateur. Je clignai des yeux, surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne mon parti. Alors, quel est le problème ? Pourquoi veux-tu déménager ? Audrey soupira et posa sa tasse sur la table. C'est compliqué, maman. Nous vivons ici depuis presque 2 ans. Je suis reconnaissante pour ton aide. Vraiment. Mais parfois, j'ai l'impression d'être redevenue une adolescente, à devoir te rendre des comptes pour chaque mouvement. Je ne te demande pas de compte, protestai-je. Je veux juste qu'il y ait quelques règles de respect de base dans ma maison. Ce n'est pas que ça, secoua-t-elle la tête. Les choses ont toujours été compliquées entre nous. Trop d'histoires. Je savais ce qu'elle voulait dire. Toutes ces années de ressentiment tacite, d'attente non satisfaite, de déception. Écoute, dis-je, me décidant. Déjeunons ensemble aujourd'hui, juste toi et moi. Dans ce restaurant italien que tu aimes. On pourra parler calmement, sans cri ni accusation. Audrey hésita. Je vis quelque chose briller dans ses yeux. De l'espoir, peut-être ? Je ne sais pas si j'aurai le temps après mon entretien. S'il te plaît. Je demandais rarement quelque chose à ma fille. C'était généralement elle qui demandait. Je pense que nous devons parler. Vraiment parler. Elle soupira mais hocha la tête. D'accord, retrouvons-nous à la Bella Vista à 13 heures, mais je ne peux pas rester longtemps. Je dois récupérer Chloé à son entraînement à 15 heures. Entendu. Je souris, ressentant un soudain soulagement. Bonne chance pour ton entretien. Elle partit et je restai dans la cuisine, finissant mon café froid et réfléchissant à ce que je lui dirais au déjeuner. Comment pourrais-je lui expliquer que je l'aimais vraiment de tout mon cœur, même si je ne pouvais pas toujours le montrer ? Comment pourrais-je lui faire comprendre que choisir entre la famille et le travail n'était jamais facile, surtout quand notre survie dépendait de ce travail ? J'arrivai à la clinique à 8 heures, déterminée à partir à l'heure pour être au déjeuner avec ma fille. Marc, remarquant mon humeur, haussa les sourcils de surprise. Quelque chose s'est passé, Florence ? Tu sembles déterminée aujourd'hui. Déjeuner avec ma fille, répondis-je sèchement. Une conversation importante, hocha-t-il la tête, compréhensif.
Marc était l'un des rares à connaître ma relation difficile avec Audrey. Fais-moi signe si tu as besoin de partir plus tôt. Je te couvrirai. Merci, mais tout est sous contrôle. Je souris, reconnaissante de son soutien. La journée passa à toute vitesse. Heureusement, il n'y eut pas d'urgence, et à 12h30 précise, j'étais déjà en train de me changer, prête pour mon rendez-vous. Sur le chemin du restaurant, j'achetai un petit bouquet de violettes. Audrey les adorait depuis son enfance. La Bella Vista m'accueillit avec des arômes d'épices italiennes et une musique douce. Audrey attendait déjà à une table près de la fenêtre, consultant nerveusement son téléphone. « Désolée, je suis en retard », demandai-je en m'approchant. « Non, je suis arrivée en avance », sourit-elle faiblement. L'entretien s'est terminé plus tôt que prévu. Comment ça s'est passé? Je m'assis en face d'elle et lui tendis les fleurs. Ça a l'air d'aller. Elle accepta le bouquet avec surprise. Merci. C'est inattendu. Juste comme ça. Je haussai les épaules. Tu as toujours aimé les violettes. Nous commandâmes à manger. Des pâtes pour moi, une salade pour Audrey, et nous restâmes assises dans un silence gêné pendant un moment. Il y avait trop de choses à dire, et personne ne savait par où commencer. Maman, dit finalement Audrey en tripotant sa serviette. À propos d'hier, je n'aurais pas dû dire toutes ces choses. Non, tu aurais dû. Je secouai la tête. Ce que tu as dit était vrai. Je n'ai pas été une bonne mère. Pas celle que tu méritais. Mais tu as essayé, dit-elle de manière inattendue. Je le comprends. Maintenant que j'ai mes propres enfants, je comprends à quel point c'est difficile. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je les retins. Merci. Mais cela ne change rien au fait que j'aurais pu être plus attentive, plus présente dans ta vie. Le serveur apporta nos plats, et nous fîmes une pause. Quand il partit, Audrey demanda « Tu te souviens de mon 13e anniversaire ?» J'eus le souffle coupé. C'était le jour auquel j'avais pensé ce matin. Bien sûr que je m'en souviens. L'inondation, tous les blessés, je n'ai pas pu venir. Je t'ai attendu si longtemps. Sa voix était calme, sans accusation, juste un constat. J'avais invité tous mes amis et je me vantais que j'allais avoir la meilleure fête parce que ma mère est un vrai médecin et qu'elle allait préparer quelque chose de spécial. Audrey, non. Laisse-moi finir. Elle leva la main. Je ne t'en veux plus maintenant. Vraiment, je comprends que tu sauvais des gens, que c'était important. Mais à l'époque, je me suis sentie si abandonnée. Après la mort de papa, tu étais tout ce qui me restait. Et tu n'étais jamais là. J'avalais la boule que j'avais dans la gorge. Je suis tellement désolée. J'ai essayé de compenser avec des cadeaux, de l'argent. Je pensais que c'était suffisant. Je ne voulais pas de cadeaux, dit-elle en regardant par la fenêtre, évitant mon regard. Je voulais une maman. Juste une maman qui serait là quand j'avais peur ou que j'étais triste, ou quand j'avais besoin de quelqu'un avec qui partager mon bonheur. Je sais, murmurai-je. Je le sais maintenant, mais à l'époque, je pensais que te fournir tout ce dont tu avais besoin était la principale préoccupation d'une mère, surtout après la mort de ton père. Audrey me regarda enfin. Tu sais ce qui fait le plus mal? Quand j'ai grandi, quand je n'avais plus autant besoin de toi, tu as quand même choisi ton travail. Tu es même arrivée avec 20 minutes de retard à mon mariage. J'avais un cas difficile. Il y avait toujours un cas, maman. Elle secoua la tête. Il y avait toujours quelque chose de plus important que moi. Nous mangeâmes en silence pendant un moment. Je pensais à ses paroles, essayant de voir notre histoire à travers ses yeux. Pour moi, chaque anniversaire manqué, chaque arrivée tardive était un sacrifice nécessaire. Pour elle, c'était la preuve qu'elle n'était pas importante. Écoute, dis-je. Finalement en rassemblant mes pensées. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas revenir en arrière et être à ton anniversaire ou à tes spectacles d'école ou être à l'heure à ton mariage. Mais je peux admettre que tu as raison. J'aurais pu être une mère plus attentive. C'est déjà ça. Audrey sourit faiblement. Mais je continuai, sentant que je devais dire cela aussi. Mais je ne peux pas prendre toute la responsabilité de tes problèmes. Tu es une femme adulte maintenant, Audrey. Tu as eu des opportunités que je n'ai pas eues. L'université, que j'ai payé, un soutien au début de ta carrière. Le fait que tu aies quitté ton travail après la naissance de Léo. Que tu n'y sois pas retourné quand il a commencé l'école. Que tu aies divorcé de Nathan. Ce sont tes décisions. Son visage se durcit.
Ah, je vois. Donc, c'est de ma faute, après tout. C'est toujours moi. Non, ce n'est pas ça. Je secouai la tête. Je dis juste qu'à un moment donné, tu dois arrêter de me blâmer pour tous tes problèmes. Oui, je n'étais pas une mère parfaite, mais je t'aimais. Je subvenais à tes besoins. J'ai fait tout ce que je pouvais. Tout, sauf le plus important. Elle repoussa son assiette. Sauf être là. Audrey. Je tendis la main sur la table, essayant de toucher la sienne, mais elle se retira. J'essaie de dire que j'admets mes erreurs. Mais tu dois aussi admettre les tiennes. Aucune de nous n'est parfaite. Tu sais quoi? Elle se leva, jetant sa serviette sur la table. Cette conversation est une perte de temps. Tu trouveras toujours une issue de secours. Toujours une excuse. Tu n'admettras jamais complètement que tu as été une mauvaise mère. Parce que ce n'est pas vrai. Je me levai aussi, sentant le ressentiment monter en moi. Je n'étais pas parfaite, mais je n'étais pas mauvaise non plus. J'ai fait tout ce que je pouvais dans les circonstances. Bien sûr, dit-elle avec un sourire amer. Pauvre docteur Lambert, forcé de sacrifier du temps avec sa fille pour sauver le monde. Comment ai-je pu oublier? Audrey, s'il te plaît. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Ne nous battons pas. Je t'ai invité ici pour réparer notre relation, pas la détruire. C'est trop tard, maman, dit-elle en ramassant son sac. C'est trop tard pour ça. Je dois y aller. Chloé attend. Je la regardai partir, ressentant un mélange familier de culpabilité et de colère. Pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi ne pouvions-nous pas simplement parler, nous comprendre? Y avait-il trop de douleur entre nous pour guérir un jour? Après le déjeuner désastreux à la Bella Vista, Audrey et moi nous parlions à peine, nous croisant dans le couloir. Nous échangions des remarques sèches sur la météo, le travail et d'autres sujets neutres. Léo avait rendu l'ordinateur et s'était fait rembourser. Mais au lieu de s'excuser, il était devenu encore plus distant. Chloé, toujours sensible aux humeurs de sa mère, m'ignorait maintenant ostensiblement, comme si j'étais invisible dans ma propre maison. Mais au lieu de s'améliorer, la situation empira. C'était comme si ma conversation ratée avec Audrey avait levé les dernières barrières, et maintenant, ils avaient décidé qu'ils pouvaient ouvertement profiter de moi sans même maintenir un semblant de décence. Vendredi, en rentrant du travail, je découvris que tous mes produits de soins préférés avaient disparu de ma salle de bain. La crème coûteuse que je commandais dans un magasin spécialisé, la lotion, le shampoing, toutes les bouteilles étaient vides ou presque. Je trouvai Chloé dans sa chambre, faisant défiler son téléphone. « Chloé, as-tu pris mes affaires de toilette dans la salle de bain ?» Elle leva les yeux, sans le moindre remords. « Ah, ouais. Mes amis et moi avons fait une soirée spa hier pendant que tu n'étais pas là. Tu as les meilleurs trucs. » « Ces trucs coûtent plus de 100 € la bouteille, dis-je en essayant de rester calme. Et c'était dans ma salle de bain privée, pas celle en commun. Pas la mer à boire, haussa-t-elle les épaules. Tu peux en racheter. Tu es médecin. Tu as plein d'argent. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de respect pour la propriété d'autrui. Je soupirai. Chloé, si tu as besoin d'argent, demande. Je t'achèterai quelque chose de similaire. Mais ne prends pas mes affaires sans demander. Si tu le dis, dit-elle en retournant à son téléphone, montrant clairement que la conversation était terminée. Je quittai la pièce le cœur lourd. 15 ans est un âge difficile. Je le comprenais. Mais le comportement de Chloé n'était pas seulement une rébellion d'adolescente. Elle copiait l'attitude de sa mère envers moi. Méprisante, consumériste. Le lendemain, la situation ne fit qu'empirer. Je découvris que mon meilleur pull en cachemire, que je ne portais que pour les grandes occasions, était dans le panier à linge, taché et plein d'accros. « Audrey, as-tu pris mon pull beige ?» demandai-je quand elle descendit à la cuisine. « Oh, oui », dit-elle en se versant du café sans me regarder. « Il faisait frais hier, et je n'avais rien d'autre à me mettre. Je suis désolée. Je crois que je l'ai un peu sali. » « Un peu. » Je tins le pull, examinant les taches et les accros. « Il est ruiné. Ce pull coûte 300 €, Audrey. Je t'en achèterai un nouveau quand j'aurai un travail, me congédia-t-elle. N'en fais pas tout un plat. Il ne s'agit pas de l'argent, commençai-je à m'énerver. Il s'agit du fait que tu prends mes affaires sans demander, que tu les abîmes et que tu ne prends même pas la peine de t'excuser. Mon Dieu, maman, leva-t-elle les yeux au ciel.
Ce n'est qu'un pull. Tu en as probablement une douzaine. C'était un cadeau de mes collègues pour mes 60 ans. Je jetai le pull ruiné sur la table. Ce n'est pas la question. C'est ma maison, Audrey. Mes affaires. Ça ne me dérange pas de partager, mais au moins, demande. Tu as toujours été si possessive. Renifla-t-elle. Même quand j'étais petite, tu avais toujours des choses que je n'avais pas le droit de toucher. Tes précieux livres, tes bijoux, tes vêtements. Parce que je t'ai appris à respecter la propriété d'autrui. Je me frottais la tempe, lasse. Apparemment, je ne t'ai pas assez bien appris. Audrey claqua la porte du placard, se tournant brusquement vers moi. Ça y est, on recommence. Je suis la mauvaise fille et tu es la mère parfaite. Ce n'est pas ce que j'ai dit, dis-je en essayant de rester calme. Je parle de respect de base. Le même respect que tu dis que je ne te montre pas. Elle ne dit rien, pinçant les lèvres, et quitta la cuisine, me laissant seule avec mon pull ruiné et un goût amer dans la bouche. Les jours se transformèrent en semaines, et je commençai à remarquer que la nourriture dans le réfrigérateur disparaissait plus vite que d'habitude. Les factures d'électricité avaient presque doublé. Léo jouait aux jeux vidéo pendant des heures, et Chloé laissait toutes les lumières et la télévision allumées. Chaque fois que j'essayais de leur parler d'économie, ils me regardaient comme si j'étais une radine qui ne pouvait pas se séparer de quelques euros. Un soir, je rentrai à la maison et constatai que ma voiture, qui était habituellement garée dans le garage, avait disparu. Audrey ne répondait pas à mes appels. Et ce n'est qu'une heure plus tard qu'elle daigna envoyer un texto. J'ai pris ta voiture. La mienne est au garage. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. Je restai au milieu du garage vide, fixant l'écran de mon téléphone, sentant non seulement l'irritation monter en moi, mais une véritable colère. Ma voiture n'était pas seulement un moyen de transport. C'était une Lexus luxueuse que je m'étais autorisée à acheter il y a seulement 5 ans après des décennies d'économie. Et Audrey savait parfaitement ce que je pensais de cette voiture. Je ne la laissais même pas la conduire. Je la chérissais tellement. Le lendemain matin, la voiture était garée sur l'allée au lieu du garage. Je sortis pour la vérifier et trouvai une longue rayure sur le côté droit et une bosse sur le pare-choc. « Audrey !» Je rentrai en trombe dans la maison, retenant à peine un cri. « Audrey, descends tout de suite !» Elle descendit, bâillant et s'étirant dans son peignoir, les cheveux en bataille. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de bruit si tôt le matin? »« Ma voiture. » Je montrai l'allée. « Qu'est-ce qui lui est arrivé? »« Oh, ça !» Elle haussa les épaules. Un idiot sur le parking du centre commercial. Il n'a même pas laissé de mots avec son numéro. Et tu n'as pas pensé à me le dire. Je tremblais d'indignation. Audrey, ce sont des dégâts sérieux. Les réparations coûteront plusieurs centaines d'euros. Je t'ai dit que ce n'était pas de ma faute, dit-elle en passant devant moi pour aller dans la cuisine. Quelqu'un l'a percuté pendant que j'étais au magasin. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pour commencer, tu aurais pu ne pas prendre ma voiture sans permission. Je la suivis. Et ensuite, tu aurais pu au moins t'excuser et proposer d'aider pour les réparations. Pourquoi devrais-je, renifla-t-elle en se versant du jus. Je t'ai dit que ce n'était pas ma faute. De toute façon, tu as une assurance, non? Laisse-les payer. Je regardai ma fille et ne la reconnus pas. Où était la petite fille qui pleurait quand elle cassait accidentellement une tasse? Qui économisait son argent de poche pour m'acheter un cadeau d'anniversaire? Quand s'était-elle transformée en cette femme égoïste et insensible? L'assurance ne couvrira pas tous les dégâts, dis-je doucement. Et nous devrons payer un supplément. Sans compter que la voiture sera au garage pendant au moins une semaine. Comment vais-je aller au travail? Ah oui, le travail. Elle leva les yeux au ciel. Ça passe toujours en premier, n'est-ce pas, maman? Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Nous nous éloignons du sujet. Tu as pris ma voiture sans permission, tu l'as endommagée et tu ne t'es même pas excusée. D'accord, je suis désolée, dit-elle comme si elle me faisait une faveur. Tu es contente maintenant? Non, je ne suis pas contente. Je croisai les bras sur ma poitrine. Je veux que toi et tes enfants commenciez à me traiter, moi et mes affaires, avec respect. C'est ma maison, Audrey. Je vous laisse vivre ici parce que je voulais t'aider, mais cela ne signifie pas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ah, donc c'est ça, dit-elle en posant le verre de jus sur la table si brusquement qu'une partie du liquide se renversa.
Maintenant tu nous rappelles que c'est ta maison. On vit ici comme des locataires? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je secouai la tête. Je veux juste que vous me traitiez avec le même respect que vous exigez pour vous-même. Tu sais quoi? Elle plissa les yeux. Peut-être qu'il est vraiment temps pour nous de déménager, puisque nous sommes si ingrats. Je ne vous ai pas traité d'ingrat. Je sentis la conversation m'échapper à nouveau. Je demande juste du respect. Maman. Elle s'approcha, me regardant droit dans les yeux. Les enfants et moi vivons ici depuis 2 ans. Depuis 2 ans, tu nous rappelles que c'est ta maison, tes règles. N'est-il pas temps de se rendre à l'évidence? Cette maison est trop grande pour toi. Tu as 65 ans. Tu vas bientôt prendre ta retraite. Pourquoi tu ne me cèdes pas la maison, tout simplement? Ce ne serait que justice. Je la regardai, complètement abasourdie. Te céder la maison? Audrey? De quoi parles-tu? C'est logique. Elle haussa les épaules comme si elle suggérait quelque chose de parfaitement raisonnable. Tu ne rajeunis pas. Pourquoi as-tu besoin d'une si grande maison? Déménage dans un appartement plus petit et cède-moi la maison, à moi et aux enfants. Nous vivons tous ici de toute façon. Je ne déménage nulle part. Je secouai la tête, n'en croyant pas mes oreilles. Et je ne cède certainement pas la maison. Elle est à moi, Audrey. J'ai payé le crédit pendant 30 ans. Alors, tu vas l'emporter avec toi dans la tombe? Ricana-t-elle. Elle me reviendra de toute façon dans ton testament. Pourquoi ne pas le faire maintenant, alors que nous avons besoin d'aide? Parce que je suis encore en vie et en bonne santé. Je sentis le sang me monter au visage. Et je prévois de vivre dans ma maison pendant encore de nombreuses années. Je te suggère de trouver un travail et de louer un logement comme tous les adultes. Ah oui. Son visage se pétrifia. Alors, tu nous mets à la porte. Je ne vous mets pas à la porte, soupirai-je, lasse. Mais si tu penses que vivre ici est humiliant, alors oui, peut-être devriez-vous trouver un autre endroit où vivre. À ce moment-là, Léo et Chloé, les yeux encore endormis, entrèrent dans la cuisine, attirés par le bruit de notre dispute. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Léo en se grattant la tête ébouriffée. Mamie veut qu'on déménage, dit sèchement Audrey, sans me quitter des yeux. Elle dit qu'on profite de son hospitalité. Quoi? Chloé me dévisagea, outrée. Sérieusement, mamie? Après tout ce qu'on a traversé? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je secouai la tête. J'ai juste demandé que vous respectiez mes affaires et mon espace. Non, tu as été très clair sur le fait que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Audrey croisa les bras sur sa poitrine. Eh bien, très bien. Nous trouverons un autre endroit. Bien qu'avec les prix actuels des loyers, ce ne sera pas facile. Audrey, arrête de faire ta dramatique. Je commençais à perdre patience. Personne ne vous met à la porte. Je veux juste que vous me traitiez avec respect. Respect. Elle rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Tu parles de respect. Toi qui as toujours fait passer ton travail avant ta famille. Toi qui as manqué tous les événements importants de ma vie à cause de tes patients. Nous en avons déjà discuté, soupirai-je. Oui, je n'étais pas une mère parfaite, mais j'ai fait de mon mieux. Pas assez, lança-t-elle. Tu as ruiné ma vie avec ta négligence. Au moins, ne te mets plus sur mon chemin maintenant. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je m'attendais à des reproches, des accusations, mais ça, c'était trop. Léo et Chloé se tenaient là, regardant leur mère, puis moi. Ils appréciaient clairement le drame. Je vis soudain clairement comment Audrey les manipulait, comment elle les montait contre moi, comment elle leur enseignait la même attitude consumériste envers la vie qu'elle avait elle-même. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Mon cœur avait été brisé il y a longtemps, en 1000 morceaux. À chaque anniversaire manqué, à chaque concert d'école auquel je n'avais pas assisté. Non, c'est le dernier fil d'espoir qu'Audrey et moi puissions un jour nous comprendre, trouver un terrain d'entente, qui s'est rompu. Je ne répondis pas. Je ne me défendis pas, ne discutais pas. Je me suis juste retournée et j'ai quitté la cuisine, j'ai monté les escaliers et j'ai fermé la porte de ma chambre derrière moi. À travers la porte fermée, j'entendais Audrey parler forte à ses petits-enfants, je les entendais rire. Ils parlaient probablement de moi, la vieille grand-mère avare et sénile qui ne veut pas leur donner la maison. Je m'assis sur le bord du lit,
regardant par la fenêtre les pelouses soignées des maisons voisines et le ciel bleu clair. À l'intérieur, c'était le vide. Pas de douleur, pas de colère, juste le vide et la clarté. J'avais essayé si longtemps de réparer notre relation. Je m'étais sentie si coupable de mes erreurs. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que certaines relations ne peuvent être sauvées. Certaines blessures sont trop profondes. Certaines rancunes sont trop anciennes. Je sortis un carnet et un stylo de la table de chevet et commençai à écrire une liste. Méthodiquement, proprement, comme un diagnostic d'une maladie complexe. Ce que je devais faire, quels documents rassembler, quelles affaires emporter. Je suis médecin. J'ai l'habitude d'agir rationnellement même dans les situations critiques. Et maintenant, cette compétence m'était plus utile que jamais. J'avais pris une décision. Audrey a raison sur un point. Je ne me mettrai vraiment plus sur son chemin. Je disparaîtrai complètement de sa vie. Je lui donnerai la liberté qu'elle désire tant. La liberté de ma négligence, de mes règles, de ma présence. Une liberté totale. Le matin, j'appelai la clinique et demandai à parler à Marc. Florence. Sa voix semblait surprise. Tu n'es pas de service aujourd'hui. Quelque chose ne va pas? Marc, j'ai besoin de vacances, dis-je sans préambule. 2 semaines, à partir de demain. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Florence, tu n'as jamais pris de vacances soudaines en 35 ans. Que se passe-t-il? Des raisons personnelles, dis-je en essayant de garder une voix stable. J'ai besoin de temps pour régler des affaires de famille. Bien sûr, hésita-t-il. Tu sais, nous sommes un peu à court de personnel en ce moment, mais nous allons nous arranger. Ta santé et ton bien-être sont plus importants. Merci, Marc. Je ressentis une pointe de culpabilité. Je sais que je te mets dans une position délicate. Pas du tout. Il sourit chaleureusement. Tu as bien mérité ces vacances. Prends soin de toi. D'accord? Je le ferai. Je raccrochai et regardai l'horloge. Il était 8h30 du matin. Audrey était déjà partie. Elle avait mentionné quelque chose à propos d'un entretien hier. Léo dormirait probablement jusqu'à midi et Chloé était à l'école. J'avais environ 4 heures pour mettre mon plan à exécution. Je sortis une grande valise et 2 sacs de voyage du placard. Puis j'ouvris méthodiquement l'armoire et commençai à sélectionner des vêtements. Pas tout. Juste l'essentiel. 2 pantalons, 5 chemisiers, 2 pulls, quelques jupes, une robe, des sous-vêtements, des chaussettes, un pyjama. Je travaillais rapidement et efficacement, comme lors d'une opération d'urgence où chaque seconde compte. Dans la salle de bain, je rassemblais mes articles de toilette, uniquement les bases, rien de superflu. Je me dis que je pourrais acheter tout le reste une fois installé. Ensuite, je passai à la partie importante, mes documents. J'ouvris le coffre-fort caché au fond du placard et sortis un dossier contenant les papiers importants. Acte de naissance, passeport, carte vitale, documents de la maison et de la voiture, relevé bancaire. Je vérifiai chaque document, m'assurant de ne rien avoir oublié, et plaçai soigneusement le tout dans une mallette. L'étape suivante concernait les bijoux. Je n'en avais pas beaucoup. Mon alliance, une paire de boucles d'oreilles en diamant que Robert m'avait offerte pour notre 5e anniversaire, un collier de perles de ma mère et quelques pièces moins chères que je portais au travail. J'enveloppai chaque pièce dans un tissu doux et la plaçai dans un sac spécial, que je mis ensuite dans une poche cachée de ma valise. En regardant mon alliance, je me souvins du jour de notre mariage. Robert, si jeune et si beau dans son costume, son sourire chaleureux alors qu'il me passait la bague au doigt. Je t'aimerai pour toujours, Florence. Dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté. Nous croyions tous les deux à ces mots de tout notre cœur. Qui aurait pu savoir que, pour toujours, serait si court? Il n'avait que 15 ans quand il est mort. Une crise cardiaque. Rapide, soudaine, imprévisible. J'avais 40 ans. Audrey en avait 10. Je secouai la tête, repoussant les souvenirs. Ce n'était pas le moment pour la sentimentalité. J'avais beaucoup à faire. Le point suivant sur ma liste était la banque. Je pris le téléphone et composai le numéro de mon conseiller bancaire. Monsieur Jenkins, c'est Florence Lambert. J'ai besoin de faire quelques changements sur mes comptes. Oui, aujourd'hui. C'est urgent. J'expliquai que je devais fermer le compte joint que j'avais ouvert pour Audrey 1 an plus tôt afin qu'elle puisse acheter des provisions et des produits de première nécessité. Ensuite,
Je lui demandai d'ouvrir un nouveau compte à mon nom dans une autre agence de la banque et d'y transférer une partie des fonds du compte principal. C'est une demande assez inhabituelle, docteur Lambert, remarqua M. Jenkins. Tout va bien. Absolument. Je forçai ma voix à paraître insouciante. Je révise simplement mes finances, je pense à l'avenir. Je vois. Nous pouvons tout arranger aujourd'hui. Vous devrez venir à l'agence pour signer des documents. Bien sûr, je serai là à 10 heures. Après avoir terminé l'appel, je retournai à mes préparatifs. Ensuite, venaient mes souvenirs personnels. Quelques livres dont je ne pouvais me séparer. Un manuel de médecine dédicacé par mon mentor d'internat, un volume d'Audiberti avec les notes de Robert, un exemplaire usé du Petit Prince que j'avais lu à Audrey quand elle était petite. Je me figeai, le livre entre les mains. Sur la page de garde, d'une écriture d'enfant, il était écrit « À la meilleure maman du monde. Joyeux anniversaire. Je t'aime jusqu'à la lune et retour. Audrey. » Elle avait 8 ans quand elle m'a offert ce livre. Elle avait économisé son argent de poche pendant 3 mois pour l'acheter. Je me souviens comment elle m'a tendu le paquet emballé dans du papier cadeau fait maison, décoré au feutre. Je me souviens de ses yeux qui brillaient quand j'ai ouvert le cadeau et que j'ai serré le livre contre mon cœur. Qu'est-il arrivé à cette petite fille? Quand s'est-elle transformée en cette femme amère, en colère contre le monde entier? Étais-je vraiment une si mauvaise mère que j'avais ruiné sa vie? Je secouai la tête, chassant les doutes. Ce n'était pas le moment de faire mon introspection. Je reposai le livre sur l'étagère. Qu'il y reste, avec les autres souvenirs que j'avais décidé de laisser derrière moi. Je passai environ 1 heure à la banque, à remplir des formulaires et à signer des documents. Monsieur Jenkins était professionnel, mais je pouvais voir la curiosité dans ses yeux. J'étais l'une de ses plus anciennes clientes, toujours prévisible et conservatrice en matière financière. Et maintenant, soudainement, je fermais des comptes joints, en ouvrais de nouveau dans une autre agence et retirais une somme importante en espèces. Il se demandait probablement ce qui se passait, mais il était trop poli pour demander. Quand je rentrai à la maison, je vérifiai l'heure, 11h30. Environ 1 heure avant que Léo ne se réveille. J'allai dans mon bureau et commençai à regarder mes papiers professionnels. Licence médicale, assurance responsabilité civile, adhésion à des associations professionnelles. Je devais prendre tout cela avec moi. Puis je passai aux photos. Il y avait de nombreux cadres sur les murs et les étagères de mon bureau. Audrey enfant, Robert et moi le jour de notre mariage, mes parents, mes petits-enfants quand ils étaient petits et encore ravis de ma présence. Je pris chaque photo, regardai les visages souriants et la reposai. Toutes sauf une, Robert et moi le jour de nos fiançailles. Nous étions sur le rivage de l'océan, le vent ébouriffant nos cheveux, riant et nous regardant avec un tel amour que même maintenant, en regardant la photo, je sentais de la chaleur dans ma poitrine. Je retirai soigneusement cette photo du cadre, la pliai et la mis dans mon portefeuille. À midi, j'entendis la porte de la salle de bain du 2e étage claquer. Léo était réveillé. Je terminai rapidement avec les documents et quittai le bureau, essayant de me déplacer sans bruit. Je ne voulais pas m'expliquer ni répondre aux questions qui pourraient surgir en voyant les valises prêtes. Je descendis à la cuisine et commençai à préparer le déjeuner. Comme si c'était un jour normal. Léo apparut une demi-heure plus tard, décoiffé et endormi. « Salut, mamie » bâilla-t-il en ouvrant le réfrigérateur. « Tu n'es pas au travail aujourd'hui. » « J'ai pris un jour de congé, dis-je en remuant la soupe sur la cuisinière, essayant de paraître décontracté. « Tu as bien dormi. »« Bien. » Il sortit le lait et se versa un verre. « Qu'est-ce qu'on mange ?»« Soupe de poulet et vermicelle. Ce sera prêt dans 20 minutes. »« Cool. » Il s'affala sur une chaise, sortit son téléphone et se plongea dans un jeu, oubliant complètement que j'étais là. Je le regardais, essayant de ressentir quelque chose. Du ressentiment, de l'irritation, même de l'amour. Mais à l'intérieur, il n'y avait que du vide. Ce jeune homme, mon petit-fils, était essentiellement un étranger. Je ne connaissais pas ses centres d'intérêt, ne comprenais pas ses blagues, ne partageais pas ses valeurs, et le plus triste, c'est que je ne ressentais plus aucun désir d'apprendre à le connaître. Après un déjeuner silencieux, interrompu uniquement par les sons du jeu de Léo sur son téléphone, je montai dans ma chambre et continuai à faire mes bagages. J'avais quelques appels importants à passer, à mon avocat, à mon agent immobilier et à mon agent d'assurance. J'avertis mon avocat que je pourrais changer mes coordonnées bientôt et lui demander de garder toutes mes informations confidentielles.
J'expliquai à mon agent immobilier que je m'intéressais à la location d'un petit appartement dans une ville à 100 km de là. Vous cherchez quelque chose comme investissement, docteur Lambert? Non, pour moi. Je pense à déménager. Oh! La surprise dans sa voix était évidente. Mais vous vivez à Valmont depuis si longtemps. Vos amis et votre famille ne vont-ils pas vous manquer? Parfois, le changement est nécessaire, répondis-je évasivement. Pouvez-vous m'envoyer des options par email? Bien sûr, je le ferai aujourd'hui. À 15 heures, j'avais terminé tous mes appels et vérifié ma liste de choses à faire. Il ne me restait plus qu'à écrire un mot à Audrey et à attendre que tout le monde quitte la maison pour que je puisse partir sans être remarqué. Je m'assis à mon bureau et sortis une feuille de papier. Que dire à ma fille dans mon dernier message? Comment expliquer ma décision? Devais-je énumérer toutes les blessures, tous les cas de négligence, tous les moments où ses paroles ou ses actions m'avaient blessé au plus profond de moi? Non. Il n'y avait aucun intérêt. Audrey ne comprendrait pas, n'admettrait pas sa faute, trouverait un moyen de tout retourner pour que je sois à nouveau la seule responsable. 20 ans de récrimination mutuelle, d'accusations, de tentatives d'explication, et rien n'avait changé. Ça n'avait fait qu'empirer. Je fixai la feuille blanche, sentant ma résolution grandir. C'est comme diagnostiquer un cas difficile, pensais-je. Quand tous les symptômes indiquent une maladie, mais que le traitement standard n'aide pas. Quand il faut admettre que la thérapie traditionnelle est impuissante et que des mesures radicales sont nécessaires. Toutes ces années, j'ai essayé de réparer ma relation avec ma fille. Conversation, cadeaux, soutien financier, vie commune. Rien n'a fonctionné. La relation a continué à se détériorer, se transformant en une codépendance toxique où Audrey prenait sans rien donner en retour. Et je la laissais faire, en espérant un miracle. Mais les miracles n'existent pas. Il n'y a que des faits, des symptômes, un diagnostic et un traitement. Et parfois, une amputation, quand il ne reste plus rien d'autre. Je pris un stylo et écrivis seulement 4 mots. Tu es libre, maintenant. Complètement. Je regardais le mot et pensais à ajouter quelque chose d'autre. Une explication, une excuse, même un reproche. Mais ce n'était pas nécessaire. Audrey comprendrait ce que je voulais dire. Elle voulait être libre de moi, et c'est ce qu'elle obtiendrait. Une liberté totale et inconditionnelle. Je scellai le mot dans une enveloppe, écrivis le nom de ma fille dessus et le plaçai sur la table de la cuisine, le maintenant avec une salière pour qu'il ne s'envole pas. Puis je retournai dans la chambre et vérifiai que j'avais tout emballé. Ma valise était prête. Mes documents étaient en ordre. L'argent avait été retiré de mon compte bancaire et réparti entre différents endroits. Une partie dans mon portefeuille, une partie dans une poche secrète de ma valise, et une partie dans une ceinture spéciale que je porterais sous mes vêtements. Je regardai l'horloge. Il était 15h30. Léo était parti il y a environ 1 heure, disant qu'il retrouvait des amis. Chloé ne rentrerait pas de l'école avant 17h. Elle avait des cours supplémentaires aujourd'hui. Audrey rentrait habituellement vers 18h. J'avais assez de temps pour partir sans être remarqué. J'appelai un taxi pour 16h, demandant au chauffeur de me déposer au coin de la rue plutôt que devant ma maison. Je ne voulais pas que les voisins me voient avec des valises et posent des questions. Puis je vérifiai mes emails. L'agent immobilier m'avait déjà envoyé des options d'appartement. L'une d'entre elles attira mon attention. Un petit mais confortable appartement dans un quartier calme, non loin de l'hôpital local. Je répondis que je voudrais le visiter demain. À 15h45, je fis le tour de la maison où j'avais vécu pendant près de 30 ans pour la dernière fois. Le salon spacieux où Robert et moi recevions des invités. La cuisine où j'avais appris à la petite Audrey à faire des sablés. Le bureau où j'avais passé d'innombrables heures à étudier des revues médicales et à préparer des cas difficiles. Le jardin que j'aimais tant, où chaque buisson et chaque fleur avaient été plantés de mes propres mains. Je pensais que je ressentirais de la tristesse, du regret, même de la douleur. Mais à l'intérieur, il n'y avait que de la détermination et un étrange sentiment de liberté. C'était comme si je me débarrassais d'un lourd fardeau que je portais depuis trop longtemps. Dans la cuisine, je vérifiai à nouveau le mot. Il était posé sur la table, un rectangle blanc sur la surface en bois sombre. 4 mots qui mettraient fin à des décennies de blessures et de déceptions mutuelles. Au dernier moment, je remarquai un dessin d'enfant collé au réfrigérateur avec un aimant. Chloé l'avait dessiné quand elle avait environ 6 ans. De petits personnages aux couleurs vives se tenant la main avec les mots « Je t'aime, mamie ». Je détachai le dessin,
le pliai et le mis dans ma poche. Peut-être qu'un jour, je pourrai pardonner et laisser aller toute la douleur. Peut-être qu'un jour, je serai prête à ouvrir mon cœur à nouveau. Mais pas maintenant. Mon téléphone vibra. Le taxi était arrivé. Je pris ma valise et mon sac, regardai autour de moi une dernière fois pour m'assurer que je n'avais rien oublié d'important. Puis je sortis résolument, fermai la porte et mis la clé sous le pot de fleurs. Audrey connaissait cette cachette. Sans me retourner, je marchai jusqu'à l'intersection où le taxi m'attendait. Une nouvelle vie commençait, et pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne ressentais ni peur ni regret, mais de l'espoir. Un rayon de soleil filtra à travers les rideaux mal tirés et tomba sur mon visage. J'ouvris les yeux et fixai le plafond inconnu pendant quelques secondes, essayant de me souvenir où j'étais. Puis la mémoire me revint. Clairvaux, un appartement au 3e étage d'un immeuble en briques de la rue du Chêne. Ma nouvelle vie. Cela faisait exactement un mois que j'avais laissé le mot à Audrey et fermé la porte derrière moi à Valmont. 31 jours, chacun étant un pas vers l'inconnu. Chacun étant un nouveau défi pour une femme habituée à la routine et à la stabilité. Je sortis du lit et allai à la fenêtre. Mon petit appartement donnait sur un parc tranquille où des personnes âgées se rassemblaient le matin pour promener leurs chiens et jouer aux échecs. Clairvaux était une petite ville à seulement 100 km de Valmont. Mais personne ne me connaissait ici, ce qui me donnait un sentiment d'anonymat qui m'avait tant manqué ces dernières années. Je préparais du café dans la petite cuisine et regardais l'horloge. 7 heures du matin. À 8 heures, je devais être à la clinique où j'avais commencé à travailler comme consultante 2 semaines plus tôt. L'hôpital local était beaucoup plus petit que celui où j'avais passé la majeure partie de ma carrière. Mais la médecin-chef, le docteur Éléonore Prieur, s'était avérée être une femme sensée qui appréciait l'expérience et les connaissances. Nous avions convenu que je travaillerais 20 heures par semaine, en consultant sur des cas difficiles et en formant de jeunes médecins. C'était la solution parfaite pour quelqu'un de mon âge qui n'était pas prête à prendre sa retraite complètement mais qui voulait plus de temps pour elle. Alors que je me préparais pour le travail, je remarquai mon téléphone clignoter du coin de l'œil. Un nouveau message. Mon cœur rata un battement. Ce devait être d'Audrey. Je n'avais pas changé mon numéro de téléphone, bien que j'y ai pensé. Quelque chose m'empêchait de couper tout contact. Depuis mon départ, Audrey m'avait envoyé de nombreux messages. Les premiers étaient pleins de colère et d'accusations. Comment as-tu pu nous faire ça? Tu ne penses toujours qu'à toi. Nous étions sous le choc en rentrant. Puis le ton avait changé. Il y avait des notes d'inquiétude et même de panique. Maman, où es-tu? S'il te plaît, fais-nous savoir que tu vas bien. Les enfants s'inquiètent pour toi. Je n'avais pas répondu. Non pas parce que je voulais punir ma fille. Je n'étais pas animée par un désir de vengeance. Je savais simplement que toute réponse mènerait à de la manipulation, à de nouvelles accusations ou à des supplications pour que je revienne. Et je n'étais pas encore prête pour ça. J'avais besoin de temps pour guérir mes propres blessures, pour comprendre qui j'étais sans ce fardeau constant de culpabilité et d'obligation. Avec une certaine appréhension, j'ouvris le message. Maman, s'il te plaît, réponds. Nous avons déposé une main courante à la police. Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire parce que tu es majeure et que tu es partie volontairement, mais nous sommes inquiets. Chloé pleure tous les soirs. Même Léo demande de tes nouvelles. S'il te plaît, fais-nous juste savoir que tu es en vie et en bonne santé. Je lus le message 2 fois, essayant de sentir quelque chose derrière les mots de ma fille. Était-elle vraiment inquiète, ou était-ce une autre tentative de me mettre la pression, de me manipuler à travers mes petits-enfants? Étais-je trop cynique pour penser cela de ma propre fille? Avec un lourd soupir, je reposai le téléphone sans répondre. Peut-être plus tard. Quand je serai prête. La clinique de Clairvaux était un charmant bâtiment de 2 étages en briques rouges, entouré de vieux chênes. À l'intérieur, ça sentait la peinture fraîche, les rénovations venaient de se terminer et le café du petit bistrot du rez-de-chaussée. Bonjour, docteur Lambert. Suzanne, l'infirmière de l'accueil, me salua. Vous avez 4 consultations aujourd'hui et une conférence avec les internes à 14 heures. Merci, Suzanne. Je lui souris. Commençons par les consultations. La matinée passa à toute vitesse. La première patiente était Madame Jenkins, une femme de 60 ans souffrant de douleurs abdominales inexpliquées qui n'avait pas répondu au traitement standard. J'examinai attentivement son dossier médical, posai quelques questions que les médecins locaux avaient manquées, et proposai un diagnostic alternatif.
une forme rare de maladie auto-immune qui nécessitait des tests spéciaux. Ensuite, il y eut Monsieur Alain, un homme de 57 ans suspecté d'avoir la maladie de Parkinson. Son cas était plus complexe. Les symptômes n'étaient pas entièrement typiques, et je recommandais des tests supplémentaires pour exclure d'autres maladies neurologiques. À l'heure du déjeuner, je ressentis la fatigue familière, mais elle n'était pas épuisante comme avant. Elle était agréable, du genre que l'on ressent après un travail qui apporte de la satisfaction. Je descendis à la cafétéria, pris une salade et un jus, et m'assis à une table près de la fenêtre. « Docteur Lambert !» Une voix surprise m'appela. « C'est bien vous !» Je levai les yeux et vis Lina Morin, une infirmière qui avait travaillé avec moi à la clinique Sainte-Marie à Valmont. Elle était partie il y a 5 ans quand son mari avait trouvé un travail dans une autre ville. Lina. J'étais sincèrement ravie de voir un visage familier. Quelle surprise! Vous travaillez ici? Depuis 3 ans, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Je ne m'attendais pas à vous voir. Pour autant que je me souvienne, vous n'avez jamais voulu quitter Valmont. La vie est pleine de surprises. Je haussai les épaules, espérant qu'elle ne demanderait pas les raisons de mon déménagement. C'est sûr. Elle but une gorgée de café et me regarda attentivement. Vous savez, je parlais à Jeanne de Sainte-Marie au téléphone l'autre jour. Elle a dit que vous étiez parti soudainement, sans dire à personne où vous alliez. Votre fille était très inquiète et a même appelé la police. Je sentis mes épaules se tendre. Oui, Audrey et moi, nous avons eu quelques différends. J'ai décidé que nous avions toutes les deux besoin d'un peu d'espace. Je ne peux qu'imaginer à quel point les différends étaient sérieux si vous êtes partis sans dire au revoir. Lina secoua la tête. Jeanne a dit que votre fille est venue à la clinique, demandant à tout le monde s'il savait où vous auriez pu aller. Elle a dit qu'elle craignait qu'il vous soit arrivé quelque chose. J'essayai de garder une expression impassible. Je lui ai laissé un mot. Elle sait que je vais bien. Ce n'est probablement pas suffisant pour une fille qui s'inquiète pour sa mère, dit doucement Lina. Peut-être. Je posai ma fourchette, mon appétit soudainement disparut. Mais parfois, les gens ont besoin de temps pour mettre de l'ordre dans leurs sentiments. J'en ai vraiment besoin. Lina hocha la tête, compréhensive, sans essayer d'insister. Nous parlâmes de la clinique, de sa famille et des nouvelles médicales. Quand elle fut prête à partir, elle posa sa main sur mon épaule. Je suis heureuse que vous alliez bien, docteur Lambert. Et quoi qu'il se soit passé entre vous et votre fille, j'espère que vous trouverez un moyen de réparer les choses. La famille est la chose la plus précieuse que nous ayons. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour répondre. Le reste de la journée se passa dans une routine de consultation et de réunion. J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais les paroles de Lina ne me quittaient pas l'esprit. Audrey était-elle vraiment inquiète? Pas seulement en colère ou manipulatrice, mais sincèrement préoccupée par moi? Ce soir-là, de retour dans mon petit appartement, je sortis mon téléphone et relus tous les messages que ma fille m'avait envoyés au cours du dernier mois. En effet, le ton avait changé, passant de la colère à l'inquiétude, des accusations aux supplications. Le dernier message était arrivé il y a 3 jours. Maman, s'il te plaît. Je ne sais plus quoi dire. Tu me manques. Tu nous manques à tous. Je m'assis sur le canapé, sentant une boule dans ma gorge. Peut-être avais-je été trop dure. Peut-être aurais-je dû lui parler, lui expliquer, au lieu de disparaître comme ça, en ne laissant qu'un court mot. Mais alors je me souvins de toutes les blessures, de toutes les humiliations, de toutes les années où j'avais essayé de la joindre, d'expliquer mon point de vue. Rien n'avait fonctionné. Toutes les conversations se terminaient de la même manière. Ses accusations, mes excuses, et un fossé encore plus grand entre nous. Non, je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. C'était un cercle vicieux qui nous détruisait toutes les deux. Peut-être que mon départ était une décision radicale, mais parfois, seules des mesures radicales peuvent changer une relation toxique. Je ne répondis pas au message, mais je décidai qu'il était temps de faire savoir à ma fille que j'allais bien. Sans dire où j'étais ni ce que je faisais, je voulais juste confirmer que j'étais en vie et en bonne santé. Demain, je lui écrirai un court message. Les jours suivants passèrent rapidement, entre le travail et l'installation dans ma nouvelle vie. Je commençais à m'habituer à mon appartement et j'avais même accroché quelques tableaux au mur, des paysages que j'avais achetés dans une brocante locale. Le week-end, j'explorais la ville. Je trouvais une bibliothèque confortable où je pouvais lire pendant des heures en silence, une petite boulangerie avec de délicieux croissants, et un parc où l'orchestre local jouait le dimanche.
J'aimais cette nouvelle version de moi-même, une femme qui avait du temps pour les plaisirs simples. Je m'étais même inscrite à des cours d'aquarelle, chose que je rêvais de faire depuis l'université, mais pour laquelle je n'avais jamais trouvé le temps à cause du travail et des responsabilités familiales. Un soir, en rentrant du travail, je trouvai une enveloppe non timbrée dans ma boîte aux lettres. Quelqu'un l'avait livrée personnellement. Mon nom était écrit sur l'enveloppe d'une écriture que j'aurais reconnue entre mille. L'écriture d'Audrey. Mon cœur se mit à battre la chamade. Comment m'avait-elle trouvée? J'avais été prudente, ne laissant aucune trace, payant tout en espèces au début. La seule explication était Lina. Peut-être avait-elle dit à Jeanne qu'elle m'avait vue à Clairvaux, et Jeanne avait transmis l'information à Audrey. Je n'ouvris pas la lettre tout de suite. D'abord, je préparai du thé et m'assis dans un fauteuil près de la fenêtre, où la lumière du soir était assez vive pour lire. Ce n'est qu'alors, rassemblant mon courage, que j'ouvris soigneusement l'enveloppe. Chère maman, j'ai longtemps réfléchi à l'opportunité de t'écrire et à ce que je devais dire. Tu dois être surprise de recevoir cette lettre. Oui, je t'ai trouvée. Jeanne a dit que son amie Lina t'avait vue à Clairvaux. Il m'a fallu un certain temps pour te trouver. La ville n'est pas si petite. Finalement, j'ai montré ta photo dans chaque clinique jusqu'à ce que j'aie de la chance. Les premières semaines après ton départ, j'étais furieuse. Comment as-tu pu disparaître comme ça, en ne laissant que ce stupide mot? Tu es libre, maintenant. Complètement. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Je ne t'ai jamais demandé la liberté. Oui, j'ai dit des choses terribles. Oui, j'ai été ingrate et égoïste. Mais partir comme ça. Puis j'ai commencé à m'inquiéter. T'était-il arrivé quelque chose? Quelqu'un t'avait-il enlevé? Avais-tu eu un accident? Les enfants et moi avons appelé tous les hôpitaux et sommes allés à la police, mais ils ont juste ri. Une femme adulte a le droit de partir si elle le veut. Et ce n'est qu'alors, quand le choc initial s'est dissipé, que j'ai commencé à comprendre. Toutes ces années, je t'ai blâmé pour mes problèmes, pour mon mariage raté, pour mes problèmes avec les enfants, pour mon manque de carrière. C'était si pratique d'avoir un bouc émissaire. C'est parce que maman ne faisait pas attention à moi. C'est parce que maman a toujours fait passer le travail en premier. Et tu m'as laissé faire. Tu as endossé la responsabilité. Tu as essayé de te racheter, de m'aider financièrement. Et puis tu es parti. Et je me suis retrouvée seule avec moi-même et mes problèmes, sans personne d'autre à blâmer, sans personne sur qui rejeter la responsabilité. Et tu sais quoi? C'était effrayant. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû admettre que mes problèmes étaient le résultat de mes décisions, pas des tiennes, pas du destin. Mes propres choix. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande pas de me pardonner. Bien que Dieu sache que je le veux plus que tout. Je veux juste que tu saches que tu avais raison. J'avais besoin de liberté. La liberté de mes propres accusations. Du rôle de victime éternelle. De l'habitude d'exiger et de ne jamais donner. Léo a trouvé un travail. Tu peux le croire? Dans un garage automobile. Il dit qu'il veut économiser pour ses études. Chloé a commencé à aider à la maison sans qu'on le lui demande. J'ai obtenu un CDI au Méridien, celui pour lequel j'avais passé un entretien le jour de notre dernière dispute. On s'en sort. C'est dur, mais on s'en sort. Et chaque jour, je pense à toi. À la façon dont tu as géré toutes ces années, seule avec une enfant en bas âge à charge après la mort de ton mari. Comment tu as cumulé 2 emplois pour que je puisse aller dans une bonne école? Comment tu as renoncé à tes propres rêves pour que j'aie tout ce dont j'avais besoin? Je ne t'ai jamais dit merci. Alors je te le dis maintenant. Merci, maman, pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu as sacrifié. Et je suis désolée pour tout. Avec tout mon amour, Audrey. Je lus la lettre 2 fois, sentant des larmes couler sur mes joues. Mon départ avait-il vraiment aidé? Audrey avait-elle enfin compris ce que j'essayais de lui dire depuis des années? Une partie de moi voulait appeler ma fille immédiatement, lui dire que je lui pardonnais, que je l'aimais, que nous pouvions recommencer. Mais une autre partie, plus prudente, me rappelait des décennies de blessures et de déceptions. Combien de fois avais-je cru que notre relation s'améliorait, pour me heurter à nouveau à un mur d'accusations et de manipulations? Je pliai la lettre et la mis dans le tiroir de mon bureau. Je ne la jetai pas, mais je ne répondis pas tout de suite non plus. J'avais besoin de temps pour réfléchir à mon prochain mouvement. Sortant sur le balcon, je regardais le parc où les lumières du soir s'allumaient déjà. Des couples âgés se promenaient le long des allées. Des enfants rassemblaient leurs jouets, se préparant à rentrer chez eux.
C'était une soirée typique dans une petite ville où personne ne connaissait mon histoire. Personne ne me jugeait pour mes erreurs passées. Avais-je été trop cruel de partir si soudainement? Peut-être. Mais en voyant le résultat, je ne pouvais m'empêcher d'admettre que cela avait fonctionné. Parfois, les décisions les plus douloureuses se révèlent être les bonnes. Parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre sa valeur. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Peut-être qu'un jour, je serai prête à rencontrer Audrey, à lui parler face à face. Peut-être pourrons-nous construire une nouvelle relation, non pas en tant que mère et fille dépendantes, mais en tant que deux femmes adultes qui respectent les limites et les valeurs de l'autre. Mais en ce moment, à cet instant précis, j'étais reconnaissante pour ma liberté. Pour l'opportunité de vivre ma vie, de respirer librement sans sentir le poids constant des attentes et des déceptions des autres. Pour l'opportunité d'être simplement Florence. Pas une mère, pas une grand-mère, pas éternellement coupable, pas infiniment généreuse. Juste Florence.